prise de vue, c'est pas mal. Parce que tu vois, on est vraiment à un point de vue où on voit l'ensemble des domaines. Donc ici, on se trouve en Bourgogne, on a le Mont Rachet, à Mareuil-sur-Ailly, on a le Mont Gruguet. C'est le point de vue où on voit l'ensemble des vignobles de la Champagne, à savoir juste en face de nous, la Côte des Blancs. Là où sont plantés les chardonnays, on voit bien l'orientation est. À ma droite, on a la vallée de la Marne, donc on voit bien les deux versants de la vallée, avec la Marne qu'on imagine couler au milieu et qui s'en va vers Paris. Et juste ici, on a le début de la montagne de Reims. Alors on voit la forêt du parc régional de la montagne de Reims, avec la montagne de Reims qui en fait en termes de terroir va faire tout le tour de la forêt. Donc on va partir d'Avenay, Fontaine, Tauxières, Bouzy, Ambonnay et on refait le tour jusqu'à Merphy. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes en Champagne à Mareuil-sur-Ailly, donc avec Fabrice Pouillon des Champagnes Pouillon. Bonjour Fabrice. Bonjour. Tu peux nous parler un peu de l'histoire du domaine et puis de ton parcours un peu personnel qui t'a amené aujourd'hui à la tête du domaine? Le domaine est aujourd'hui implanté à Mareuil-sur-Ailly. Donc moi c'est un domaine qui a été créé par mon grand-père Roger, qui a commencé à vinifier des champagnes juste après la Seconde Guerre mondiale en 1947. La famille était propriétaire de vignobles et de terres, mais les cultivait et les vendait en raisin. Mon grand-père a commencé vraiment à vouloir vinifier son propre champagne. Et d'ailleurs, il a démarré à vinifier, pas à Mareuil-sur-Ailly, mais à Mutigny, le village qui est juste derrière nous, avec un demi-hectare de vigne et sa première mise en bouteille représentait 500 bouteilles. Donc là, on est dans une parcelle historique vraiment du domaine, les Blanchiens, donc, qui est le haut du terroir de Mareuil-sur-Ailly, la limite de Mutigny étant juste au-dessus. Donc voilà, c'est une parcelle qui est importante pour le domaine. Donc au niveau historique, mon père a rejoint mon grand-père dans les années 60. Ils se sont installés ensemble à Mareuil-sur-Ailly et ont développé l'exploitation pour arriver à une surface environ 6 hectares et demi, qui est la surface actuelle. Et moi, je suis revenu sur le domaine après des études en viticulture et œnologie et après avoir travaillé un petit peu dans d'autres régions dans les années 2000. Et depuis 2000, je vinifie et je m'occupe de l'ensemble de l'exploitation. Oui, tu nous dis d'avoir travaillé dans d'autres régions, tu es passé un peu où pour faire ton... Oh, j'ai pas été bien loin, je suis allé dans le Bordelais pour apprendre à faire des vins liquoreux parce que c'était une technique qui m'intéressait, et puis je suis allé travailler un petit peu en Bourgogne, notamment pour parfaire les élevages en barrique et avoir une vision un petit peu plus parcellaire de la viticulture en Champagne. Donc là nous sommes dans ta parcelle Les Blanchiens. On va en profiter un peu pour parler aussi viticulture. Donc, tu peux nous raconter un peu comment tu travailles à la vigne, de la taille jusqu'à la fin de saison? Donc en fait, au niveau des pratiques culturales, moi, mon objectif principal et mon métier principal, c'est de produire du raisin. Moi, je suis producteur de fruits, c'est un raisin, et ce fruit-là, on va le transformer en jus et en faire un vin. Donc c'est à la base, mon premier objectif, c'est de faire un raisin de très grande qualité. Donc les pratiques culturales toute l'année sont hyper importantes sur la qualité du raisin. Donc ça passe par des choses assez simples, mais une maîtrise des rendements. Moi j'ai fixé un objectif de récolte qui me permet, à mon sens, d'avoir une belle expression du terroir, des éléments minéraux, des éléments aromatiques qu'on peut avoir dans nos sols et qu'on va retrouver dans les raisins. Donc pour maîtriser ce rendement, on a différents leviers avec des pratiques, on va dire, naturelles et respectueuses de l'environnement. Donc on démarre effectivement par la taille. Alors on a une taille assez courte. Alors ici c'est l'exemple parfait, c'est ce qu'on appelle un cordon permanent. Dans les Blanchiens on fait un cordon permanent parce qu'on a une densité assez élevée, on est à 11 000 pieds hectares. Et donc ça nous permet d'avoir une taille avec que des petits coursons à intervalles réguliers et de maîtriser le nombre de raisins par pied, le nombre de bourgeons et ensuite le nombre de raisins par pied. Donc ensuite, après la taille, on a un autre travail qui est important, qui est les bourgeonnages. Donc on va, alors en l'occurrence cette année, ça a été un très très gros travail à faire, 2018 étant une année assez productive en termes de récolte,
puisqu'elle passe derrière 2017, période à laquelle l'induction florale qui s'est faite en 2017 s'est faite dans de super bonnes conditions. Donc quand l'induction florale se fait bien l'année précédente, on a l'année suivante des bourgeons qui sortent avec un nombre de grappes important. Et notre travail à ce moment-là, c'est d'aller contrôler le nombre de grappes qu'il y a par bourgeon. Et on fait de l'ébourgeonnage fructifère, c'est-à-dire que dans une parcelle comme ici, comme les Blanchiens, on a été capable de retirer plus de 30% des bourgeons excédentaires sur lesquels il y avait des grappes, ou certaines années il n'y a pas de grappes. Donc ça, c'est un travail important qui permet de réguler la production au moment de l'ébourgeonnage. Ensuite, l'objectif, c'est d'accompagner la pousse de la vigne, tout ça manuellement. Donc on fait relevage, palissage, tout ça est fait à la main. L'ensemble des travaux du sol sont faits sans produits de synthèse, sans herbicides. L'idée du travail du sol pour moi, c'est vraiment d'avoir un racinaire implanté profondément. On ne va pas pouvoir exprimer le terroir sans avoir un racinaire profond. Donc le racinaire profond, il passe par une technique que moi j'ai mis en place depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est une technique qui me convient, qui n'est pas nécessairement celle qui conviendra à un autre vigneron. Je pense que pour le travail du sol, c'est un travail qui est très personnel et qui finalement est vraiment une réflexion poussée par rapport au végétal. Moi, la technique qui me convient, c'est d'avoir un sol nu ou relativement nu en début de saison. Donc on fait un travail du sol avant l'hiver et un autre après l'hiver pour remettre les sols à plat. Donc là, cette année, on a la caractéristique d'avoir un sol qui est encore nu après vendange, puisqu'on a eu une sécheresse telle que toute l'herbe qui a poussé avant l'été, elle a séché pendant l'été. Donc l'idée, c'est quand même de démarrer avec un sol nu en début de saison et de le garder relativement nu jusqu'à la floraison. Parce que pour moi, la vigne est un végétal qui demande énormément d'énergie, et énormément de choses pendant sa période de pousse végétative, jusqu'à la floraison. Vous imaginez, on démarre avec un bourgeon qui est grand comme ça, et on finit en fin de saison avec une vigne qui fait 1,50 m de haut, et avec une vendange, avec des raisins, une dizaine de grappes par pied. Et tout ça, ça se fabrique rien que grâce aux racines et à l'air. Donc la vigne, pendant la période où elle va faire former ses brins et former ses fleurs, elle a besoin d'énormément d'énergie. Donc le moins de concurrence possible au niveau des sols. Et ensuite, une fois que la floraison est passée et que les grappes sont formées, quand les grappes sont formées, après, c'est uniquement des flux de sève qui vont alimenter les grappes et aller extraire les minéraux du sol pour aller les mettre dans les grains. Donc là, pour le coup, on peut laisser une végétation et de l'herbe pousser naturellement au niveau des sols, parce qu'elle va concurrencer les racines de la surface et elle va encore inciter les racines à rester en profondeur. Et tout ça va permettre d'extraire les minéraux, d'extraire les éléments aromatiques qui sont dans le sol et qui vont aller dans les raisins. D'ailleurs, on va parler du sol. Tu travailles depuis quelques temps avec Claude et Lydia Bourguignon. Quel a été ce travail au niveau donc, pour du sol, que ce soit au niveau pour traiter les maladies du bois et pour comprendre ton terroir? Alors ça a été un travail assez important, notamment ici dans les Blanchiens. Alors c'était plutôt un constat en fait. Dans les Blanchiens, j'ai pas de problématique, c'est une parcelle qui fonctionne très très bien. On a à mon sens trouvé l'équilibre en termes de production et en termes de travaux du sol. L'idée c'était de confirmer que ces choix qui ont été faits depuis une quinzaine voire une vingtaine d'années ont été les bons. Donc avec Claude et Lydia Bourguignon, on a fait une fosse dans les Blanchiens et on a effectivement constaté que le racinaire il descend à plus d'1,50 m, c'est-à-dire qu'il arrive dans la craie. Ici dans les Blanchiens, on a une couche superficielle d'argile qui est à peu près d'un mètre de profondeur. On a 30 à 40 cm de terre végétale en surface et donc à 1,40 m, on retrouve la craie en dessous de nos pieds. Et effectivement, ce travail du sol qui a été mis en place depuis très longtemps dans les Blanchiens a permis aux racines de descendre très en profondeur et d'aller chercher le côté un petit peu minéral de la craie en dessous des argiles. Ce qui fait qu'on a effectivement, et c'est là que c'est important, c'est que notamment Lydia a analysé le vin rien qu'en regardant le terrain. Voilà, elle a vu la coupe du sol, l'argile, la craie en dessous, l'aspect des racines, et on a quasiment fait la dégustation sans avoir bu une goutte de vin. Et c'est là où c'est important et c'est intéressant de voir que finalement, un sol qui est bien travaillé, on a compris facilement le vin qu'on va obtenir. La problématique était différente en l'occurrence dans une autre des parcellaires, les Valnons, où on reviendra dessus tout à l'heure parce que ça a été un travail différent avec eux. Donc justement, tu nous as expliqué ce terroir au niveau géologie, le travail qui a été fait ici avec Lydia et Claude Bourguignon, la taille. Au niveau des traitements, comment tu fonctionnes? Je sais que tu travailles sur des prépas qui sont utilisés en biodynamie.
mais aussi tu utilises des produits qui sont assez respectueux de l'environnement. Donc comment tu fonctionnes? En fait, de nouveau, toujours l'objectif de produire des raisins de grande qualité. Mon objectif, il doit être atteint prioritairement en utilisant que des méthodes naturelles, c'est-à-dire basées sur des tisanes de plantes, du cuivre et du soufre pour lutter contre les maladies, à savoir le mildiou et l'oïdium. Voilà, c'est un objectif qui certaines années en Champagne est difficilement atteignable. Donc je ne me cache pas qu'aujourd'hui, une année très compliquée, s'il faut utiliser un produit de synthèse, on le fera, parce que l'objectif est de produire un raisin de qualité, sain et expressif. Donc l'utilisation de tisanes de plantes aujourd'hui, qu'on a mis en place depuis pas mal d'années, apporte une plus-value en termes d'efficacité par rapport au cuivre, au soufre. Et c'est hyper important. Et une année comme cette année, voilà, on s'en sort formidablement bien. On a une récolte abondante, de qualité, en ayant basé nos grands principes là-dessus. Alors la biodynamie, elle va apporter un plus, à mon sens, plutôt sur le sol. Donc je suis assez partisan d'utiliser effectivement des préparations biodynamiques qui, à mon sens, vont aider au travail du sol et aider effectivement à ce que la vigne se nourrisse des minéraux qui sont dans le sol. Qui plus est, on utilise aussi, alors ce qui est pour moi aussi fondamental, c'est comment le sol va fonctionner, comment faire qu'un sol fonctionne. On sait très bien que nos pratiques culturelles sont entre guillemets destructrices de la vie des sols, quoi qu'on fasse, qu'on soit en bio, en conventionnel, dès l'instant où on va toucher à un sol, on va modifier son mode de fonctionnement. Un sol de forêt, c'est le sol de forêt qui fonctionne le mieux, personne ne fait jamais rien dans un sol de forêt, on n'y touche pas, et pourtant on sait que les sols de forêt fonctionnent très bien. Nous, on fait de la culture, donc on impacte le sol. Donc comment essayer de faire que ce sol fonctionne le plus naturellement possible? Donc on est obligé de le travailler pour limiter la concurrence, donc pour contrer ce phénomène de travail qui détruit un petit peu le sol. On a basé maintenant notre mode de fonctionnement. Moi, je fais un compost, pas très loin d'ici. On fait notre propre compost à 5 km de Mareuil, dans la plaine. Et donc, on a un compost qui est fait à base de déchets verts, de fumier, de bois broyé. Enfin voilà, on a un compost assez varié qu'on fait sur une durée assez courte et qu'on va apporter régulièrement dans nos parcelles. L'idée, c'est de reproduire ce qui se passe dans la forêt, dans nos vignes, avec un compost de grande qualité qu'on va apporter tous les 2 à 3 ans dans nos parcelles et en dose très très faible. L'idée de l'apport de compost, c'est de booster la vie microbienne naturelle qui est présente dans nos sols, mais qui parfois est un petit peu contrainte avec nos pratiques culturelles en fait. Donc au niveau de la biodynamie, quels sont vraiment les prépas que tu utilises? Parce que bon, t'es pas certifié en biodynamie, mais tu as allé piquer quelques prépas et quelques techniques. Les 2 préparations principales, c'est la 500 et la 501, donc la bouse de corne et la silice, qui sont les 2 préparations fondamentales de la biodynamie. Après, je dirais que tout le reste, les tisanes de plantes et autres, c'est pas plus de la biodynamique, de l'agrobiologique, du bon sens paysan. Mon grand-père utilisait des tisanes et c'est pas pour ça qu'il se revendiquait biodynamiste. Oui, non, mais c'est important aussi de comprendre. Bon, on a bien compris que sur certains vignobles c'était assez compliqué de partir sur des certifications parfois, pour pas mal de raisons, mais c'est quand même important de vraiment comprendre le travail qui est fait au niveau du vigneron, donc c'est plutôt pas mal. Ce que je te propose, donc avant de partir donc sur l'autre parcelle à Haï, donc sur les Blanchiens, on a 2 cépages. Ouais, donc les Blanchiens, c'est un terroir assez intéressant puisqu'on a effectivement cette couche d'argile avant la craie. Donc Claude et Lydia Bourguignon, on a fait, ils ont un système de calcul de surface interne des argiles. Et en fait, il y a une classification en fonction de la surface interne des argiles qui permet de donner des terroirs, enfin qui analyse les terroirs en différentes catégories, et notamment les terroirs à chardonnay, à raisin blanc, et les terroirs à pinot noir, à raisin rouge. Et en l'occurrence, les Blanchiens, les argiles qu'ils ont constatées conviennent très bien, aussi bien à des blancs qu'à des rouges. Alors que sur Mareuil, on est plutôt en grande majorité planté avec des rouges. Mais à cet endroit-là, la couche d'argile permet également de planter des chardonnays. Donc mon père et mon grand-père, quand ils ont essayé de planter des blancs dans les Blanchiens, c'était pas une mauvaise idée. Et le gros avantage en tout cas que ça permet, et ce que je trouve toujours intéressant dans un assemblage de cépages, c'est qu'on a finalement moins l'empreinte du cépage et plus l'empreinte du terroir.
Voilà. Sur une cuvée parcellaire monocépage, on sait très bien que le cépage est aussi important que le terroir. Sur une cuvée parcellaire multicépage, on oublie un peu parce que les cépages s'équilibrent et on a le terroir qui s'exprime beaucoup plus. Bon, maintenant nous allons partir donc dans les Valnons à Ailly. Donc je vous invite à nous suivre. Nous sommes dans la parcelle des Valnons à Ailly. Fabrice, que peux-tu nous dire de cette parcelle? Parce que déjà sur l'encépagement, elle est un peu particulier pour Ailly. Et donc tout le travail qu'on a parlé tout à l'heure avec Lydia et Claude Bourguignon, tu as fait un travail un peu différent ici. Exactement. Donc juste pour resituer le terroir d'Ailly, grand terroir à pinot noir, historique, 95% planté en pinot noir. Donc ici effectivement le terroir des Valnons, alors les Valnons, c'est un grand terroir qui est divisé en petites parties, donc en l'occurrence ici on est sur deux parties des Valnons, il y a les Valnons et les Valnons froid-cul. Alors vous allez comprendre pourquoi ce nom est un peu bizarre. Donc effectivement les Valnons, on est sur un sol très très calcaire, on a une couche de terre végétale d'environ 40 cm et ensuite on a directement la craie qui est là tout de suite. Le terroir d'Ailly, c'est plusieurs vallons comme ça qui se suivent, avec des expositions très différentes. Ici, on a une exposition plein ouest. On regarde la vallée de la Marne. Et donc, on a tenté l'expérience de planter des chardonnays. Pourquoi des chardonnays sur ce terroir-là? Je viens de vous dire, on a de la craie qui est très très proche. Une exposition ouest, donc soleil couchant. On a le soleil une bonne partie de l'après-midi et en fin de journée, le soleil le plus chaud. Et finalement, à cette exposition-là sur la craie, on a des chardonnays qui donnent une expression du terroir d'Ailly assez intéressante. Et ça donne une vision réelle d'Ailly, parce qu'on prête souvent des aromatiques de pinot au terroir d'Ailly, mais qu'on va retrouver notamment dans les Valnons sur un chardonnay. Donc finalement, ce qui nous montre que le terroir d'Ailly a une puissance énorme, et sur ce coteau-là, le fait d'avoir implanté des chardonnays redonne la vraie expression du terroir avec une vision beaucoup plus singulière et plus fine qu'avec le pinot noir, où parfois on va avoir une lourdeur un peu trop accentuée quand on va pousser sur des maturités un peu élevées sur des pinots sur Ailly. Donc voilà pourquoi on a planté des chardonnays, et finalement Claude et Lydia Bourguignon, pour le coup, ont validé à 200% ce choix-là, parce que les argiles dans le terroir des Valnons sont réellement des argiles à cépage blanc et pas à cépage rouge. Donc le choix de planter des chardonnays, mes parents connaissaient pas Claude et Lydia Bourguignon à l'époque, mais l'analyse de terrain était bonne, le fait de vouloir planter des chardons à cet endroit-là. Et je suis pas le seul, on est quelques vignerons dans le secteur à avoir planté des chardonnays. Alors on a une autre problématique ici, vous voyez que la parcelle est très très pentue, donc dans le respect de nos pratiques culturelles respectueuses de l'environnement, finalement ici tout est fait à la main. Impossibilité de faire le labour au tracteur, impossibilité de faire le labour au cheval, donc tout le travail du sol est fait à la main. On fait un travail du sol au treuil avec une charrue à main, et ensuite on vient faire la finition à la raclette, vraiment à l'ancienne. Donc là l'idée, comme on a un sol assez maigre finalement, qui est assez peu profond, c'est de limiter quand même énormément la concurrence avec l'herbe, et donc le travail du sol reste important. Donc c'est un coteau très historique, voilà, qui fait partie des coteaux historiques de la Champagne. Donc la grosse problématique, c'est le cournoué. On a des coteaux dans notre secteur qui sont assez ravagés par le cournoué, et malheureusement le chardonnay exprime beaucoup plus le cournoué que le pinot noir, et beaucoup plus sensible. Donc là, la problématique qu'on avait, et ce pourquoi on a travaillé avec Claude Bourguignon ici, c'était d'essayer de mettre en place des pratiques qui vont limiter l'expression du cournoué dans les chardonnays. Donc on a démarré depuis l'année dernière, il y a une partie de la parcelle qui a été arrachée, dans laquelle on applique certaines préparations, des plantations de plantes bien spécifiques, pour essayer d'éradiquer le virus à l'origine du cournoué, et de pouvoir replanter des chardonnays toujours, mais on ne va pas dire indemne de cournoué, mais au moins qui exprime le cournoué le moins possible. Donc là tu viens de nous parler donc, après l'arrachage de replanter des chardonnays
qui seront moins expressifs au niveau du cournouet, tu vas fonctionner comment? C'est-à-dire tu vas replanter chardonnay, tu vas faire des sélections de pieds, de massales, des choses comme ça? Alors pour l'instant, l'idée c'est effectivement peut-être d'aller chercher, en plus de ce qu'on va faire sur le sol, c'est d'aller chercher des pieds qui eux-mêmes n'expriment pas ou peu le cournouet dans ces parcelles historiques à cournouet. Parce que de toute façon aujourd'hui il n'y a aucun moyen de lutte contre le cournouet. Donc il va falloir qu'on s'en accommode. La recherche a beau chercher, elle ne trouve pas. Donc s'accommoder du cournouet, c'est quoi? C'est peut-être finalement, au-delà de ces pratiques-là, de planter des plantes qui vont détruire le virus du cournouet, c'est de planter des plants de vigne qui sont pas résistants au cournouet, mais qui finalement vont s'accommoder du virus et puis pas l'exprimer. Parce qu'on peut, sur le principe entre guillemets d'un vaccin, c'est-à-dire que la vigne, elle a le virus en elle, mais elle ne l'exprime pas. Ce végétal-là, ce pied-là, va moins l'exprimer. Donc aujourd'hui, effectivement, dans les plantations qu'on va refaire, on va essayer de mettre en place une sélection des plants moins expressifs au cournouet pour replanter dans les parties des valnons qu'on a arrachés. Pour le coup, les personnes qui vont regarder le reportage, est-ce que tu peux nous expliquer exactement les effets du cournouet, que ce soit sur les rendements ou sur les pieds de vigne, pour que les gens comprennent bien ce que c'est? Alors les effets du cournouet, c'est tout simple. Voilà, ce cournouet, c'est-à-dire qu'on a des méritales qui sont beaucoup plus courts que la normale. Donc vous voyez là la longueur d'un mérital cournouet, il fait quelques centimètres, alors que normalement sur un brin non cournouet, là par exemple on a un brin qui ne l'exprime pas, il fait quasiment le double. Et encore on est dans la partie la moins expressive du cournouet. Alors je ne sais pas si on fait une coupure, mais si on va un peu plus bas dans la partie là où on a arraché, qui est là où on a l'expression du cournouet la plus importante, la vigne elle végète en fait, elle pousse très très peu, elle est grande comme ça, et la taille des raisins quand il y en a, elle est toute petite, on a des toutes petites grappes. Et au niveau rendement, c'est vraiment une parcelle où tu me disais sur les millésimes classiques, bon là de 2018 tu vas nous raconter un peu ce millésime exceptionnel, mais sur une année classique c'est des tout petits rendements. Oui, la problématique du cournouet c'est diminution des rendements de manière excessive et finalement qui n'a aucun intérêt d'un point de vue qualitatif, parce que quand on a 2 grappes par pied avec des grains tout petits, on fait rien de mieux que plus de grappes. Et puis c'est surtout la mort du pied. Le cournouet, le stade ultime, c'est que le pied il meurt parce qu'il végète tellement et puis qu'il a du mal à pousser qu'il meurt. Donc voilà, là c'est la partie la plus expressive en termes de maladie cournouet. Donc le stade ultime du cournouet, c'est la mort du pied. Le pied il meurt complètement parce qu'il est tellement chétif qu'il n'arrive pas à se développer. Et ensuite on a différents stades où on voit effectivement, ça c'est un pied qui est cournoué, c'est un rameau arraché de l'année dernière. Voilà ce qui est poussé dessus, un brin qui fait 30 cm de long. Voilà la taille des brins, c'est le cournouet avec 2 mini grappes qui n'étaient même pas mûres à la vendange parce qu'elles n'ont pas été cueillies. D'accord. Et donc là, c'est la partie... Et donc là, on a arraché une première partie de la parcelle dans laquelle on a semé différentes variétés de plantes. Donc moi-même, je ne connais pas l'essence. Alors quelques-unes, j'ai réussi à en faire le constat, mais d'autres pas. Et l'idée, c'est de laisser le terrain en jachère pendant au moins 1 an. Donc cet hiver, on va faire une analyse de terre et contrôler la quantité de nématodes dans le terrain. Et si le nématode donc à l'origine de la maladie du cournouet est en quantité suffisamment faible, on va envisager de replanter l'année prochaine. Si 1 an n'a pas suffi, on laissera 1 an de plus pour encore limiter le développement du nématode. Le nématode qui est présent dans la terre, il se nourrit de la vigne. Donc s'il n'y a plus de vigne, déjà la population diminue. Si en plus on plante des plantes qui sécrètent des substances qui le font mourir, on va encore diminuer la quantité de nématodes dans le sol et ça va permettre de réimplanter des plants et qui auront moins d'expression de cournouet. Mais il y a un chantier énorme sur la lutte contre le cournouet, donc on y participe un petit peu en faisant ces essais-là. Mais voilà, si on regarde la vigne à côté, là, qui est un voisin, elle a été replantée il y a une dizaine d'années et elle exprime déjà le cournouet. Donc là, en gros, pour remembrer donc, ce parcellaire, tu vas fonctionner comme ça, c'est arrachage petit bout par petit bout, voilà, pour essayer de le recomposer et combattre la maladie. En fait, si ça fonctionne bien, sur
Première partie, on va envisager d'arracher progressivement, peut-être pas la totalité de la parcelle parce qu'il y a des zones qui sont encore indemnes, où le cournoué ne s'est pas développé, parce que le cournoué il se déplace dans la terre mais très lentement. Donc il y a toute une partie de la parcelle qui n'est pas atteinte, mais en tout cas la partie de la parcelle qui est fortement atteinte, si effectivement cette mise en place fonctionne, on va envisager d'en arracher encore quelques morceaux. Ouais. Donc on va passer à quelque chose d'un peu plus réjouissant après les maladies du vignoble. Ce millésime 2018, donc je présume satisfait comme tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur la conduite de la vigne du début jusqu'à la fin, jusqu'à la cueillette? J'ai trois mots qui me viennent en tête pour donner l'image du millésime. C'est précocité, quantité et qualité. On a 3 paramètres qui sont positifs pour la récolte et qui sont regroupés sur un seul millésime. Alors moi j'ai jamais connu ça, mon père non plus et peut-être mon grand-père, mais bon voilà, il n'est pas là pour nous raconter l'histoire. Mais en tout cas, moi sur mes 19 vendanges, j'ai jamais eu un millésime comme ça et mon père non plus. Voilà, on a tout réuni. Alors si on reprend un peu le cycle végétatif, on a débourré à une date un peu plus tôt que la normale, mais pas beaucoup plus tôt. Par contre, on a eu un cycle végétatif qui a été hyper rapide. La vigne était pourvue en eau, on a eu des températures élevées dès le début du printemps. On avait eu un hiver hyper pluvieux et début de printemps aussi pluvieux. Donc la vigne, elle avait tout ce qu'il fallait, de la chaleur, de l'humidité dans le sol. Donc elle a démarré très très vite. La floraison s'est faite avec environ 8 à 10 jours d'avance. Et on a continué d'avoir une période caniculaire pendant toute la partie estivale. Donc là, on a eu une accélération du cycle végétatif et de la maturation, ce qui fait qu'on a eu possibilité d'avoir une maturation à terme, globalement fin août. Deuxième paramètre, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'induction florale, 2017, elle s'est passée dans de super bonnes conditions. Donc on avait un potentiel de récolte, quand les bourgeons ont éclos, important. Et qu'on a gardé pendant tout le long du cycle végétatif. Ici, dans notre secteur, pas de dégâts de grêle, pas de dégâts de gel à la base, très peu de problématiques de maladies, mildiou ou oïdium. Donc le potentiel de récolte initiale, il est resté jusqu'à la fin. Donc précocité, quantité et enfin qualité, on a eu, on dit toujours, à où fait le goût. Donc ce qui veut dire concrètement que c'est les semaines qui précèdent la vendange qui font la qualité de la récolte et l'expression aromatique du raisin et la maturation du raisin. On a eu une période estivale très sèche, 60 mm sur presque 3 mois. On a eu des fortes chaleurs, donc une maturation qui s'est faite très vite. Une récolte très saine, pas de problématique de botrytis puisqu'au pas d'eau avant. Donc voilà, des raisins d'une qualité comme moi j'ai jamais vu, super sains, mûrs, des fruits croquants, gourmands, avec des gros degrés. Alors moi j'ai fait le choix particulièrement d'avoir des maturités poussées. Si tu veux, on peut entrer un peu sur vraiment la vendange en fait. En fait, je vais juste te poser une question parce que certaines personnes vont regarder le reportage, ils vont se dire oulala, ils ont fait des rendements, ils essayent de nous vendre un grand millésime pour le passer derrière. Qu'est-ce qui, dans la qualité du raisin, qu'est-ce qui en fait un grand millésime? Vraiment pour qu'on comprenne que on a à la fois le volume et vraiment de la qualité et non on essaye de vendre une grosse quantité de raisin pour... En fait, voilà, si on compare par rapport à d'autres millésimes, il y a d'autres millésimes où on a fait autant de raisins. Sauf que la maturation, elle ne s'est pas faite dans les mêmes conditions et on n'avait pas un degré d'alcool aussi élevé, on n'avait pas un végétal. Regarde la vigne, on est aujourd'hui fin septembre, on a des vignes qui sont magnifiques, elles sont toutes vertes, elles font encore de la photosynthèse et elles travaillent encore et elles font de la mise en réserve. On a un matériel végétal qui s'est comporté formidablement bien pendant toute l'année. On a une vigne qui a vécu, qui a bien travaillé, qui a bien fonctionné, le sol a bien fonctionné, donc les raisins ont été bien alimentés. Et même si moi j'étais un peu sceptique et on a fait de la vendange en verre, on a fait de l'éclaircissage précoce pour vraiment limiter ce potentiel de récolte qu'on avait à la base qui était élevé, mais ça a quand même bien fonctionné parce qu'on a eu une saison culturale à 100% bonne pour faire du raisin. La vigne a bien poussé, il a fait beau, les raisins ont bien mûri. Donc oui, il y en avait un peu plus que d'habitude. Alors attention, quand je dis grosse récolte, c'est pas non plus récolte pléthorique avec plein de raisins à en laisser plein dans les vignes. Nous, on a fait ce qu'il fallait pour avoir une récolte dans nos critères
habituel de ce qu'on recherche. Mais voilà, c'est effectivement exceptionnel. Je reverrai certainement jamais ça. Une année où la quantité est importante et à la fois où la qualité est très exceptionnelle. Souvent, on fait un peu le parallèle en se disant oui, on a une grande qualité parce qu'on a des raisins en moins bonne quantité. Donc, il y a plus de concentration dans les raisins et c'est l'effet quantité qui fait qu'on a une meilleure qualité. Mais cette année, la vigne fonctionnait tellement bien que même avec un peu plus de raisins, on a des raisins avec des grosses maturités. Pour donner un exemple, moi aujourd'hui, mes degrés à la vendange, ça va de 11 à 12,8 pardon. En Champagne, pour récolter des raisins à presque 13 degrés, c'est très très rare. Donc même une année à faible rendement, on le fait rarement. Donc une année à rendement plus important, c'est exceptionnel. Avec un état sanitaire exceptionnel et surtout des équilibres de raisins qui sont assez magnifiques. Ouais. Parce qu'on a peut-être un peu d'acidité en moins, mais on a des tartriques assez élevés, des pH plutôt pas mal, et de la structure... C'est ça en fait. Ceux qui prétendent qu'il faut avoir des grandes acidités pour faire des vins de garde et des grands vins en Champagne, je ne partage pas nécessairement ce point de vue. Et en l'occurrence, cette année, moi j'ai pris vraiment un gros décalage par rapport à la date de cueillette, c'est-à-dire que sur le terroir de Mareuil, la date qui a été validée pour la cueillette était le 23 août, avec des domaines qui ont fait des dérogations pour vendanger plus tôt. Moi, on a commencé pas avant le 30, et pour une durée de cueillette de 11 jours, alors que certains ont commencé le 23 avec des durées de cueillette de 5 jours, parce que la récolte étant tellement abondante chez certains, ils ont vendangé toute leur récolte sur une durée beaucoup plus courte. Moi, cette année, alors on met ça en place depuis plus longtemps, mais la décision de date de vendange et le circuit de cueillette est établi pas seulement par les paramètres analytiques, qui sont sucre et acide. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'affolent. J'ai vu des trucs sur des réseaux sociaux où les gens disaient attention, l'acide baisse. Ah ouais, mais au contraire, ça serait surprenant quand même que quand ça mûrit, que l'acide monte. Donc effectivement, l'acidité, elle baisse tous les ans. Alors des fois, elle baisse un peu plus vite que d'autres, mais c'est normal. On vendange en août, la chaleur brûle l'acidité. Donc on a des nuits moins fraîches qu'une vendange de septembre. Donc effectivement, l'acidité va baisser plus vite. Mais c'est à nous adapter. Dans nos fixations de date de cueillette et notamment de circuit de cueillette, donc moi j'accompagne le contrôle analytique à la dégustation de baies, qui pour moi est aujourd'hui quasiment plus important que le paramètre analytique. Pourquoi ? Parce que quand on va goûter les baies, alors ça reste très subjectif, mais on va sentir les arômes de fruits, s'ils sont arrivés ou pas, et si le stade végétal du raisin, il a disparu. Parce qu'avant d'être un fruit, le raisin, il passe par un stade végétal. Ce qu'on appelle la véraison, c'est la transformation du végétal en fruit. Et cette étape-là, elle est hyper importante, et il faut, à mon sens, vendanger des fruits qui n'ont plus cet aspect végétal. Et à la dégustation de baies, on est capable de le ressentir, et cette année, pour moi, le végétal disparaissait à des degrés ou des quantités de sucre plus élevées qu'une vendange traditionnelle. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'aller chercher vraiment des maturités plus poussées, quitte à avoir des acidités plus basses, des pH un peu plus élevés. Mais quand ce végétal disparaît, on a toute l'expression aromatique qui est là, avec des expressions minérales, avec des minéraux qui sont présents dans les grains, et cette structure qui fait que finalement, on ressent une sensation acide qui n'est pas de l'acidité, mais qui est la structure du vin. La caractéristique de la parcelle de Chemin du Bois, c'est qu'on a une sélection de plants qui est extraordinaire. On a le vrai petit pinot, donc c'est-à-dire de la petite grappe, et avec une grande concentration et une grande maturité. Et ce qui nous permet derrière de faire un vin avec une méthode très particulière. Et donc c'est aussi une parcelle où, comme tu le montrais il y a 2 secondes, tu es dans l'association que Jérôme Dehoux nous a présenté pour sélectionner des massales dans tout le vignoble champenois pour une conservation du patrimoine génétique. L'idée, c'est de faire une conservation du patrimoine génétique champenois. Moi, cette parcelle-ci me sert à refaire mes plantations de jeunes vignes issues de cette massale-là, parce que pour moi, c'est massale de pinot noir. Voilà, massale de pinot noir, c'est mon plus beau matériel végétal. Et c'est dans cette parcelle, effectivement, que j'apporte, c'est issu de cette parcelle que j'apporte des plants de massale dans ce conservatoire qu'on est en train de mettre en place en Champagne, avec de nombreux vignerons réputés.
et pour faire une vraie massale de champagne historique de plants de pinot noir et également d'autres cépages, mais pour ma partie de pinot noir, vraiment caractéristique et qualitatif en Champagne.